À la une ce matin, un titre qui vous a interpellé, Augustin, changer de planète. Or, on n'en a qu'une, à ma connaissance. De quoi s'agit-il ? Eh bien, effectivement, on pourrait espérer, Bernard, une découverte scientifique majeure. Il s'agit en réalité de la une de L'Équipe, le quotidien sportif qui parle des joueurs du PSG, la tête dans les étoiles. Les Parisiens vont en effet tenter de se qualifier ce soir pour leur première finale de la Ligue des Champions en affrontant les Allemands de Leipzig. Faux espoir, donc, et pourtant... En lisant la presse ce matin, on se dit qu'on aurait bien besoin de changer de planète, ça fait froid dans le dos, même si ce n'est pas l'expression la plus appropriée. 54,4 degrés Celsius recensés dimanche dans la vallée de la mort en Californie, potentiellement l'une des températures les plus élevées jamais relevées sur Terre, nous dit Sud-Ouest. Et juste au-dessus, le quotidien relaye le résultat d'une étude danoise. La fonte de la calotte glaciaire est désormais irrémédiable au Groenland, même si le réchauffement climatique s'arrêtait d'un coup aujourd'hui, car les chutes de neige ne compensent plus les pertes de glace. Donc c'est un point de non-retour qui est atteint également, ou presque, très bientôt en tout cas, pour la forêt d'Amazonie. Oui, c'est la crainte d'un chercheur du CNRS, cité par le Figaro, qui consacre 2 articles à la forêt qui brûle. On en entend moins parler que l'année dernière à la même époque, mais la situation est tout aussi préoccupante. En juin, le nombre de feux était multiplié par 1,2 par rapport à 2019, qui était déjà une année record. La déforestation, elle aussi, progresse et ce n'est que le début. La saison sèche vient seulement de commencer. 2 raisons, explique le Figaro. D'abord, le président brésilien Jair Bolsonaro. Il est accusé par les ONG de paralyser les agences de lutte contre la déforestation et de favoriser l'exploitation illégale de l'Amazonie. La seconde, c'est le coronavirus et le journal parle des forêts comme des victimes collatérales de la crise sanitaire. Dans le monde entier, la destruction de la forêt s'est accélérée depuis le début de l'année, car dans de nombreux endroits, les populations ont été plongées dans une situation difficile, explique le WWF. Sans perspective d'emploi pendant l'épidémie, elles ont dû trouver d'autres sources de revenus et les infractions et crimes liés à l'environnement ont considérablement augmenté. De plus, la lutte contre la pandémie a fortement mobilisé les États et a contraint les gouvernants à être moins actifs quant à la surveillance et à la gestion des forêts. En conclusion de l'article, pas vraiment d'espoir. À terme, une partie de la forêt amazonienne pourrait se transformer en steppe. Alors, on aimerait bien s'arrêter là dans la liste des mauvaises nouvelles et cette liste des dégâts provoqués par l'appât du gain. Mais elle continue. On lit dans le 2e cahier des Échos l'histoire de cette entreprise qui a détruit en mai des grottes archéologiques en Australie pour agrandir ses mines de fer, exactement. Des mines de fer, dommage, c'était une mine d'or pour les archéologues. On y a retrouvé des traces de vie humaine datant de plus de 40 000 ans, dont un os taillé en forme d'outil et des restes de kangourous. Cette décision a provoqué la colère des aborigènes et des responsables politiques australiens. L'erreur est d'autant moins pardonnable, écrit le quotidien économique, qu'un rapport commandé par le groupe lui-même rendu en 2018 précise que le site est de la plus haute valeur archéologique en Australie. Mais voilà. Ce rapport, les dirigeants de l'entreprise ne l'ont pas lu. Alors, puisqu'on ne peut pas changer de planète, si j'ai bien compris, Augustin, certains veulent changer celle qu'on a à disposition, la nôtre. C'est à lire dans Le Monde, daté de ce mardi, le début d'une nouvelle série d'été sur la France des utopistes. Alors attention, on parle de ceux que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qualifierait sans doute d'ayatollahs de l'écologie. Les uns sont des zadistes anticapitalistes, les autres de simples écologistes. Certains sont anarchistes chrétiens, d'autres hindouistes décroissants, bouddhistes végétariens ou permaculteurs musulmans. La plupart sont des athées, soucieux d'égalité et de fraternité. Ingouvernables, ils occupent des zones à défendre. Citoyens éco-responsables, ils s'installent en famille ou entre amis dans des éco-hameaux au sein d'habitats légers et partagés. Alors, ne parlez pas de communauté trop connotée babacool ou secte, mais d'oasis. L'oasis, c'est la vie qui résiste et se maintient dans le désert. L'image est simple et forte au sein de l'aridité modernisatrice qui assèche les ressources et accentue la désolation planétaire. L'oasis est un abri, un écrin. Ces zones dans lesquelles on essaye de vivre autrement ne sont plus des repères de marginaux, écrit le Journal du Soir, qui décrit des gens bien ancrés dans la réalité, des profs, des designers, des communicants et des ingénieurs qui quittent la ville pour redonner du sens à leur existence. Des journalistes aussi. Tout à fait. Globalement, le journal parle de bobos, mais sans que ce soit connoté négativement. Et ce phénomène va sans doute s'amplifier alors que le confinement a fait réfléchir certains. Il s'étend ce phénomène à toutes les volontés de quitter la ville et d'investir un territoire, de restaurer ou construire une maison, de vivre de façon plus harmonieuse et moins dispendieuse.
Un phénomène qui contribue à revivifier les territoires. Les oasis estompent l'inexorable fin du village, enrayent à leur manière la désertification des campagnes en leur donnant un nouveau visage. Considérées au départ comme des sectes ou de subversifs rassemblements anarchistes, elles deviennent souvent, avec le temps, des acteurs incontournables d'une commune, rouvrent des écoles, redynamisent l'économie d'une région, notamment à partir de ses produits locaux. Alors attention, prévient toutefois le journal, l'utopie ce n'est pas la perfection, notamment à cause du facteur humain, mais ce sont au moins des tentatives qui pourront faire sourire certains, ceux qui préfèrent les mines de fer aux vieux os de kangourou. Mais c'est une réalité qui se développe. La preuve, même le Figaro, qui est pourtant pas le plus altermondialiste des journaux, en parle avec un article en page 7 sur ces passionnés qui donnent un sens à leur vie en bâtissant leur maison. Le journal décrit ces Français qui construisent entièrement leur habitat, un phénomène loin d'être marginal. Ça représente entre 8 et 10 000 demeures l'année dernière. La démarche est écologique, certes, mais cela permet aussi d'économiser jusqu'à la moitié du coût total d'un logement, avec en plus la sensation de faire quelque chose d'utile. L'une de ces autoconstructrices, c'est le terme, témoigne. Ça change de mon métier qui ne m'apporte rien, si ce n'est de l'argent. Pas de panique si on veut se lancer mais qu'on n'a pas de connaissances. On trouve de l'aide sur les réseaux sociaux et les professionnels conseillent les bricoleurs du dimanche. Avec cet encouragement, n'oubliez pas que l'Arche de Noé a été bâtie par un amateur et le Titanic par des professionnels. Ah, ça c'est vrai, c'est tout à fait exact. Merci beaucoup Augustin Lefebvre et sa revue de presse donc le matin sur Radio Classique à cette heure-là. À demain, Augustin, sans faute. Il est 8h39. Restez avec nous sur cette antenne et surtout restez avec Sylvain Tesson qui nous rejoint en studio dans une seconde. Un été avec Homer, paru en 2018, vient de reparaître aux éditions des Équateurs dans une édition magnifiquement illustrée. On parlera donc d'Homer, mais pas que d'Homer.